Bienvenue au Policy Center for the New South. Je suis Helmut Sorge, columniste du Policy Center, et aujourd'hui nous allons discuter du rapport Atlantic Currents, publication phare de la conférence Atlantic Dialogues. La 8e édition de ce rapport se situe dans les perspectives d'une sortie de crise sanitaire pleine d'enseignements et d'une relance économique, marquée par plusieurs challenges d'ordre social, économique, financier et stratégique. Les 14 chapitres qui composent ce rapport tentent de cerner le paradigme produit par la pandémie en matière d'éducation, de santé, de commerce, du respect des droits de l'homme, la lutte contre le changement climatique. Comme à l'accoutumée, l'Afrique occupe une place de choix dans les analyses et projections formulées par les 19 auteurs qui ont contribué au rapport, tant en ce qui concerne les dynamiques internes du continent que le rapport qu'il entretient avec le reste de l'espace atlantique élargi. À travers cette série d'interviews avec quelques auteurs du rapport, nous vous en disons un peu plus. Notre invité aujourd'hui est Larraby Jaddy, auteur du chapitre « Penser l'après-Covid-19 », dynamique et transformation du capitalisme. Il est Senior Fellow au Policy Center for the New South, spécialisé en économie internationale, développement social, relations internationales et études méditerranéennes. Il est également ancien membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Monsieur Jaddy, vous avez constaté dans votre chapitre « Penser à l'après-Covid-19, dynamique et transformation du capitalisme » que la crise du coronavirus a sonné le glas du capitalisme néolibéral. Êtes-vous vraiment convaincu que le virus n'a pas seulement tué des millions d'humains, mais est en train de redéfinir nos systèmes politiques? Il est en train d'accélérer la transformation des systèmes politiques. Ça, je reste convaincu pour différentes raisons. La première, c'est que la crise de la Covid-19 est intervenue déjà dans un contexte de crise structurelle, c'est-à-dire de remise en cause de l'État social, de dislocation des relations internationales, de montée des populismes. Et donc, c'est dans ce moment-là que la crise est venue comme un accélérateur pour penser l'après. Et vous vous rappelez, au lendemain de cette crise, il y avait beaucoup de réflexions qui disaient comment ne plus revenir à la situation antérieure, quel sera le lendemain. Et cet après a été l'occasion, cette réflexion sur l'après-Covid a été l'occasion de remettre en cause tout un ensemble de questions qui étaient dans l'agenda, je dirais, international. Mettre en cause le capitalisme en soi? Mettre en cause le capitalisme, pourquoi mettre en cause le capitalisme? Il ne fallait pas attendre la crise du Covid-19 pour remettre en cause le capitalisme. Le capitalisme a été remis en cause déjà depuis, surtout le capitalisme néolibéral. Je dis bien le capitalisme néolibéral, parce que, comme vous le savez, au lendemain de la chute du mur de Berlin, la thèse dominante, c'était le triomphe du capitalisme libéral, c'était le triomphe de la démocratie. Et la montée du néolibéralisme dans les années 90, dans les années 2000, avec Thatcher, avec Reagan, avec Pinochet, donnait l'impression qu'un nouveau modèle s'imposait dans le monde, où il y a un retrait de l'État, une remise en cause de la protection sociale pour les règles du marché, et qu'on allait vers un chemin triomphant et sans difficulté. La crise de 2008-2010 est venue secouer ce capitalisme néolibéral ou cette vision du capitalisme libéral. Karl Marx sera très heureux maintenant. Dans sa tombe, oui. Mais il faut dire, Karl Marx, c'était une période. Mais il faut appeler à une relecture de Karl Marx. Et dans le Karl Marx, il y a évidemment beaucoup d'éléments importants qui peuvent nous permettre
de bien éclairer les dynamiques des systèmes. Cela ne veut pas dire que le système de Karl Marx, du capitalisme de Karl Marx, est le même que celui d'aujourd'hui. Il y a donc des changements extrêmement importants et que peut-être Karl Marx se retournera doublement dans sa tombe quand il verra que le socialisme lui-même est en train d'épouser les formes d'un capitalisme d'État et donc d'être en rupture par rapport à l'idéologie marxiste au sens pur du terme. Ça, c'est le capitalisme d'État chinois. C'est du capitalisme d'État chinois, du capitalisme d'État aussi russe, celle du capitalisme d'État non seulement chinois, russe dans les grandes puissances, mais comme il s'est implanté aussi en Asie, au Vietnam, comme il s'est implanté enfin, dans d'autres pays d'Afrique, comme il s'est implanté aussi peut-être dans des pays arabes comme les arabo-musulmans ou turcs, c'est-à-dire enfin, la Turquie aujourd'hui. Il y a des formes différentes enfin, de ce capitalisme d'État. Et toute la question est de savoir si nous allons vers un système unique dominant dans le monde ou s'il y aura tout simplement des formes diverses d'un même substrat qui est celui du capitalisme, avec une dominante marchande dans certains pays ou avec une dominante étatique dans d'autres. Et si on pose la question, qu'est-ce que vous pensez, quelle direction on verra? Vous savez, je ne suis pas prophète, je savais vous dites encore moins, je n'ai pas de boule. Mais je pense que les analystes mettent en avant une chose importante, enfin, dans toute perspective, c'est la rétrospective. C'est-à-dire de comment le système a évolué dans le temps, quelles sont les bifurcations, ou quelles sont les ruptures. Est-ce qu'on va vers des ruptures ou est-ce qu'on va vers des bifurcations, c'est-à-dire des agencements qui prennent en considération à la fois la demande des sociétés, à la fois peut-être aussi les conflits et les tensions qu'il peut y avoir au sein de la sphère politique dans la dynamique d'un pays, et surtout qui prennent en considération les grandes mutations des relations internationales et les rapports de puissance, les rapports d'influence. Et chaque puissance est porteuse d'une vision de son monde qui part évidemment de ses intérêts nationaux et qui voudrait essaimer dans l'ensemble du monde. Donc il y a évidemment cette question fondamentale, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce que nous avons connu avant 89, cette, je dirais, différence très nette entre des modèles socialistes et des modèles capitalistes? Ou est-ce que nous allons vers un système hybride, mais qui a les mêmes fondements, et dans lequel peut-être, là où il y a des différences, c'est dans les éléments de deux binômes, que j'ai appelés enfin les deux binômes, le binôme capital public, capital privé, et le binôme régulation par l'État ou régulation par les marchés. Et donc c'est à partir de ces deux éléments de binôme que se redéfinissent aujourd'hui les modes de gestion et les orientations des différents systèmes présents enfin, dans le monde. La renaissance peut-être de quelque chose. La renaissance de quelque chose, oui. Et en fait, cette question n'est pas nouvelle. Quand on analyse les transformations du système capitaliste sur la longue durée, en revenant aux grands écrits des grands maîtres, Brodel et j'en passe, Wittgenstein, Polanyi, tous ont toujours mis l'accent sur la notion de la transformation. Hein? Mais cette transformation, est-ce qu'elle est linéaire ou est-ce qu'elle procède par des sauts, par des ruptures ou par des bifurcations? C'est ça ce qui est le plus important. Et les crises sont des moments, justement, d'accélération de ces métamorphoses ou de ces transformations. Et le Covid, en tant que tel, a été peut-être un accélérateur ou une idée. Ce n'est pas la détention de la propriété qui est en cause, vous dites, c'est plutôt les nouvelles formes d'articulation entre la propriété et le pouvoir politique. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si les systèmes économiques aujourd'hui dans le monde ont les mêmes fondements, comme je disais tout à l'heure, un dosage différent entre relations capital public, capital privé, et un dosage différent entre la régulation par l'État ou la régulation par le marché, ce sont des fondements que partagent aujourd'hui tous les systèmes économiques. C'est pour ça que la littérature est en train de dire nous sommes dans un capitalisme non pas triomphant, mais un capitalisme qui s'impose par lui-même parce que le socialisme a perdu de son sens et a perdu aussi de son utopie, j'allais dire. Mais par contre, là où il y a une différence,
c'est l'articulation entre ces modes de régulation État-marché ou ces modes de combinaison capital public, capital privé avec la sphère du politique. Et donc le rapport du capital au politique. Quand je dis le capital, ce n'est pas la dimension juridique sur laquelle je m'intéresse. C'est le capital en tant que rapport social. Et donc ce capital en tant que rapport social, ce qui le légitime et ce qui le détermine sur le long terme, c'est son rapport au politique. Ce rapport au politique peut être un rapport extrêmement transparent, fondé sur l'autonomie du politique, qui laisse les acteurs économiques évoluer dans un mécanisme ou dans un environnement relativement libre, mais régulé dans le sens de la concurrence et dans le sens de la loyauté. Ou alors, la sphère du politique devient partie prenante enfin du jeu économique et du jeu même de la propriété, parce qu'elle détient une partie de la propriété publique, et elle façonne la sphère du politique pour en contrôler l'essence et en même temps en déterminer les modalités de relation avec la société. C'est-à-dire la société n'est plus autonome dans ses mouvements, dans sa liberté, elle est sous contrôle de l'État. Donc c'est là où la nuance est fondamentale, c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on peut observer en Russie, en Chine, ou même dans certains pays post-communistes européens. La montée du populisme en Europe de l'Est est une des formes d'expression. L'avenir du système économique mondial ne serait-il plus qu'une confrontation entre deux variantes majeures du capitalisme, comme vous avez dit avant, le capitalisme de marché et le capitalisme d'État, et de leur déclinaison dans les sous-variantes spécifiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je disais, il y a les fondamentaux qui sont les mêmes, c'est ce que j'appelais les binômes. Il y a la relation à la sphère du politique qui peut être différente, et dans cette relation de la sphère politique, c'est là où interviennent les spécificités, qui sont déterminées par l'histoire de chacun des pays, qui sont déterminées par la culture peut-être de chacun des pays, qui sont déterminées par des rapports de pouvoir et d'influence que chacun des pays va avoir dans la scène internationale. Donc c'est en cela où on a assisté ces derniers temps à l'émergence d'un nouveau concept qui est extrêmement intéressant, développé par des économistes et des politologues, Hénin, Hensel, etc. Et par vous. Disons, je suis beaucoup plus dans l'absorption de la littérature mondiale, mais en même temps aussi d'une contribution à une réflexion critique, peut-être en projetant ce concept, en leur donnant une certaine vitalité, en les appliquant à certains cas, à certaines études. Je n'ai pas cette prétention d'être un penseur, j'ai beaucoup plus la capacité d'être un analyste en tant que tel. Mais vous allez me dire, entre l'analyste et le penseur, il n'y a pas de grande différence, c'est vrai. On va demander le monsieur entre les deux. La destruction du capitalisme de manière douce, elle est partie de cette projection? Elle se fait évidemment dans la longue durée, cette destruction du capitalisme. Je ne parlerai pas de destruction du socialisme, oui. De destruction du capitalisme, non. Parce qu'il y a une régénérescence du capitalisme. Le capitalisme, ça fait très longtemps qu'on avait considéré, voilà, qu'on considérait que le capitalisme, on attendait toujours sa dernière heure, depuis des siècles. Mais il se régénère. C'est comme une bête qui a plusieurs têtes, qui arrive toujours à reprendre de la puissance. Mais maintenant, évidemment, cette transformation qui est extrêmement intéressante. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, demain, dans la rivalité des grandes puissances, parce que chacun de ces modèles du capitalisme est porté par une puissance, ou par deux puissances. Vous savez, le capitalisme de marché, ça reste les États-Unis, en partie l'Europe. Le capitalisme d'État, c'est évidemment la Chine, la Russie et d'autres pays. C'est cette rivalité, comment elle va se déployer demain. Et aujourd'hui, deux enjeux importants de cette rivalité qui vont nous permettre peut-être de préfigurer l'avenir. C'est la rivalité par la technologie. Ce n'est pas la puissance commerciale en soi. Bien sûr, la puissance commerciale donne de la capacité de la ressource. Mais la puissance commerciale, on ne peut l'acquérir et on peut l'entretenir que si on a la maîtrise de la technologie. Si on avance sur les capacités de nos rivaux pour investir les secteurs stratégiques,
pour avoir des positions davantage comparatives sur quelques activités, pour être dans l'innovation continue. Et donc, en fait, c'est la technologie qui devient aujourd'hui un des enjeux. Et vous le voyez à travers la rivalité entre les États-Unis et la Chine sur la question des technologies de l'information, sur la question des big data, sur la question évidemment de l'industrie 4.0, etc. Et parallèlement à la maîtrise de la technologie n'a pas un usage uniquement d'être un vecteur de production de biens et de services, et peut-être demain de bien-être des citoyens, si elle est diffusée, mais aussi et surtout d'avoir cette capacité de dissuasion vis-à-vis de l'autre puissance rivale en termes de capacité militaire, en termes d'innovation dans la capacité militaire, de stratégie, enfin d'utilisation des technologies demain. Mais si vous dites ça, vous avez vraiment pensé aux États-Unis, parce que la technologie, on a parlé tout à l'heure, digital, computer et tout ça, c'était inventé pratiquement aux États-Unis. Le début était au Pentagone. Oui. Ça veut dire la force militaire est très américain. Le pouvoir américain est supérieur au pouvoir chinois en ce moment. Peut-être ça change. En ce moment, vous avez dit. Oui. Nous sommes en train de réfléchir sur le long terme. Voilà. Ce n'est pas dans l'immédiat. Et donc aujourd'hui, et vous le savez, regardez la position de la Chine dans les grands conflits internationaux, l'Ukraine ou autres avant. La Chine était préoccupée essentiellement dans un premier temps par être une puissance économique et une puissance commerciale. Elle a franchi des pas extrêmement importants dans ce domaine. Ce n'est plus la Chine de atelier du monde. Aujourd'hui, c'est la Chine innovatrice sur beaucoup de domaines. Ouais. Et on voit aujourd'hui que la Chine est en train progressivement, je ne dirais pas de basculer, de considérer que sa puissance commerciale et économique a besoin aussi d'une capacité de défense militaire. Ça commence par l'Indo-Pacifique et la zone d'influence immédiate, jusqu'à la ceinture. Ça commence avec les porte-avions. Et ça commence avec les porte-avions, et en même temps avec aussi la conquête de l'espace. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui et demain, déjà, la compétition autour de l'espace, ou du cyberespace, devient l'élément, enjeu fondamental de la maîtrise technologique, et en même temps de la capacité d'imposer ses normes au reste du monde. M. Chahidi, merci beaucoup, formidable. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.